Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 5e numéro de la saison, on va aborder évidemment, on reviendra sur les clubs algériens. Donc fortune diverse pour nos représentants en Coupe d'Afrique, en Ligue des champions africaine ainsi qu'en Coupe de la Confédération. On parlera de la Ligue 1. Et cette belle victoire lors du match choc de la journée du Mouloudia d'Alger sur la pelouse du CS Constantine. On parlera de la Ligue 2 aussi. Et au menu de cette émission, on aura un débat assez intéressant sur l'apport du coach étranger dans notre championnat. On voit de plus en plus de coachs étrangers ces dernières années débarquer en Algérie. On va essayer de débattre sur ce plateau sur l'apport de ces coachs, notamment en matière de développement du football national. Et pour parler de tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un entraîneur que je respecte énormément, Nour Benzekri. Ça fait plaisir de vous revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nour. Je vous remercie, bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui. Toujours affûté Toujours, je m'entretiens. Vous me disiez tout à l'heure, dans les coulisses, on va parler avec Abdelnour. Ouais. Vous êtes assidu, on est au niveau des entraînements quasiment... Devenu malade. En tout cas, ça se voit. En tout cas, vous avez une ligne, en tout cas, à jouer au foot. Quand on entend les gens des clubs, Nour Benzekri, il est malade, il est là. Voilà, on vous rend en tout malade. Il est là. Malgré vous. Malgré vous. À vos côtés, on retrouve là aussi, très content de vous avoir parmi nous aujourd'hui, le coach du Parado Athletic Club, Francisco Chalo. Merci de répondre favorablement à notre invitation, coach. C'est un plaisir. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir et je remercie aussi pour l'invitation. C'est parler de foot, c'est une chose toujours excitant. Un plaisir. Et de l'autre côté de la table, évidemment, notre ami Abdelnour Kawa, toujours présent avec nous. Abdelnour, là aussi, il faut se mettre un petit peu au footing et faire comme notre ami Nour Benzekri. À la marche, tout d'abord, bonsoir Saïd, bonsoir Nour. Ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vraiment un plaisir de te voir aujourd'hui. Et bonsoir à notre ami Chalo et surtout bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et nos amis téléspectateurs. Et vous êtes prêts à reprendre de la marche, oui. De la marche. Oui, absolument. Juste de la marche. Oui. Les présentations donc, ont été faites. Donc, pour parler donc, de cette émission, je le disais, on va commencer par nos représentants algériens donc, en Coupe d'Afrique, que ce soit en Ligue des Champions et la CAF, juste après ce jingle. Et donc à la une de notre émission de ce 5e numéro de la saison, je le disais, donc le CRB et la GSK notamment jouaient ce week-end pour le compte de la Ligue des champions africaine et notamment le CRB Luisdet puisque le match il s'est terminé il y a 2 heures de temps de cela et mauvaise nouvelle. Donc je le disais, fortune diverse pour nos représentants avec le CRB qui perd au Mali face au club de Djoliba de Bamako 2-1, une défaite. On ne s'y attendait pas à cette défaite, messieurs. Certes, l'adversaire reste d'un calibre assez important, puisqu'on connaît le Djoliba sur la scène africaine. Mais Abdelnour, est-ce qu'on s'y attendait à cette défaite, selon vous? Bien sûr, quand on joue un déplacement en Afrique, il faut s'attendre à tout. Ouais, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a des fortunes diverses, comme la GSK qui a gagné, qui joue contre une équipe togolaise qui n'a pas le même niveau que l'équipe de Djoliba. D'ailleurs, Djoliba est une équipe qui est habituée à cette Coupe d'Afrique, mais perdre 2-1, moi je pense que le CRB a les moyens de reprendre du poil de la bête et de les battre aisément ici au match retour. Exactement, Nour, justement, le fait de marquer ce but à l'extérieur, ça aide. Ça existe encore en Afrique, but puisqu'il est toujours maintenu, contrairement en Europe. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est pas le résultat en lui-même. Je pense que le CRB pourra renverser la vapeur et gagner ici, mais ce qui est inquiétant, c'est des expulsions. Là. C'est ça. Il y a eu 2 expulsions en toute fin de match et la charnière défensive. Et puis peut-être pour le match retour, ça ne posera pas un grand problème. Mais s'ils écopent de plusieurs matchs,
Lors de la phase de poule, ça risque. Déjà, en parlant du match retour, le fait de ne pas disposer de sa charnière défensive, on rappelle à nos téléspectateurs que Kded et Bouchard ont été exclus en toute fin de match, donc le CRB a terminé. Ils ont été exclus directement avec un carton rouge ou c'est un deuxième avertissement? A priori, c'est deux cartons rouges directs. Je pense qu'ils ont un match. Absolument, un seul match. Donc déjà, par rapport au match retour, il sera absent. Et le fait d'évoluer pour ce match retour sans sa charnière défensive, c'est compliqué pour l'entraîneur. Je pense qu'au match retour, on a plus besoin d'attaquants que de défenseurs. Donc, il faut jouer la victoire. Donc, c'est vrai que c'est un problème quand il s'agit des charnières qui ont tout le temps l'habitude de jouer ensemble. Et c'est toujours les mêmes qui jouent. Donc, depuis 3-4 ans maintenant, c'est un peu inquiétant, mais je pense qu'ils pourront renverser la vapeur et gagner ce match. C'est juste attaquer et mettre plus de buts. Il faudra assurer derrière, coach, parce que même Djoliba, peut-être cette équipe viendra pour marquer au moins un but pour jouer les coups de fête. C'est le club le plus connu des autres clubs qui ont joué contre les équipes algériennes. Donc c'est le Djoliba. C'est une école. C'est une école en Afrique. Historique quand même, qu'on connaît au niveau du Mali. Donc ça va être difficile, mais je pense que c'est jouable et je pense que le CRB le fera. Justement, le match retour est prévu la semaine prochaine du côté du stade de Sétif. Coach Chalot, justement, le CRB l'USZ, on le voit, triple champion d'Algérie. Là aussi, qui part largement favori pour conserver son trophée. On l'a vu déjà la semaine dernière, gagner à Béchar face à la jeunesse sportive de la Sawa. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette équipe du Paradou, du CRB que vous avez eu à regarder, à affronter par le passé? Naturellement, c'est une équipe avec un effectif très riche, avec des moyens incroyables. C'est une équipe qui est habituée à vaincre. Aussi, cette habitude, il aide beaucoup les choses. C'est une équipe qui a, dans le plan recrutement, il a toutes les capacités, tous les moyens pour faire bien les choses. Et surtout, il a aussi le plan historique. C'est comme... mon collègue a parlé très bien, parce que l'historique parfois donne beaucoup de force pour l'avenir. Mais évidemment, c'est une équipe qui, au départ, il commence déjà avec plus 3, 4, 5 points pour ça. Il y a effectivement des qualités. Sur ce match retour à Abdenor, vous êtes optimiste. C'est la première défaite du CRB cette saison. Tout à fait. Ça serait catastrophique si le CRB n'arrivait pas à se qualifier pour le prochain tour. Moi, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on joue une compétition africaine, une compétition continentale, c'est vrai qu'on peut perdre à l'extérieur. Mais il est impératif de cartonner à domicile. Et je pense que le CRB a les moyens de le faire. On rappelle juste que l'année dernière, le CRB avait perdu ses 2 matchs en tour préliminaire à l'extérieur avant de refaire son retard. On a pris un 5-1. Oui. Là, c'était en phase de groupe, face au club sud-africain. C'est vrai que cette équipe a le caractère. On ne peut pas voir le CRB contre le Djoliba. Donc on essaie de voir un peu plus loin. Donc, non, en tout cas, le président du CRB, qui était notre invité lors de la première émission de cette saison, a été clair dans son discours en disant que le CRB cette saison avait pour objectif, en tout cas, d'aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions, voire même la remporter. Mais est-ce qu'ils ont vraiment un effectif pléthorique où ils pourront faire de la rotation? Parce que moi, je vois à peu près ce qui se passe. Je parle un peu de la défense parce qu'ils ont déjà deux joueurs. Il y a Haddad, il y a Abdelsalam, c'est des joueurs confirmés. Nous, de l'extérieur, on ne sait même pas qui va jouer. Je pense tellement qu'il n'y a pas de rotation. On ne les connaît pas. Donc, de temps en temps, il faut les faire jouer dans des matchs. Mais Haddad, qui était au Mouloudia d'Alger, recruté cet été par le CRB, et Abdelsalam, qui était à la GSK, recruté la saison dernière, ça reste des joueurs de qualité qui faisaient partie de l'équipe après. Haddad n'a pas joué une minute depuis le début de saison. Donc ça, ça peut être un handicap, bien sûr. Ça peut être un handicap, effectivement. On passe à l'autre représentant dans cette Ligue des champions africaine, à savoir la jeunesse sportive de Kabylie, qui, pour sa part, la GSK a pu s'imposer, là aussi en déplacement, et c'était au Togo, face au club de l'ASCO de Kara. Voilà, on a les images de cette partie. Victoire 2-1 des Canaries. Là aussi, à Abdenor, la GSK, après un début de saison très compliqué, notamment sur la scène nationale, qui reprend, là aussi, qui retrouve les joies, en tout cas, de la victoire. Et en allant s'imposer au Togo, c'est un pas
important effectué par les Canaries en vue d'une qualification pour le prochain tour. De toute façon, on a vu le même scénario l'année passée, où la GSK avait très très mal débuté le championnat, et puis ils se sont repris par la suite, et ils ont failli damer le pion au CRB en fin de parcours. Là, une victoire à l'extérieur, c'est toujours encourageant. Et voilà le premier but. 2-1, c'est bien. Mais il faut confirmer au retour. Hein. Rien n'est encore gagné d'avance. C'est vrai qu'ils ont un avantage, mais il faudrait qu'ils prennent le match retour au sérieux et pouvoir passer le tour suivant. Et on voit les buts, hein, notamment ce deuxième but inscrit par Ouattara, qui reprend là aussi, qui retrouve le chemin défilé après plusieurs semaines. Disons de doute, en tout cas, on le voit marquer de nouveau. Et la GSK, on va voir les images, qui s'est procuré pas mal d'occasions, qui aurait pu l'emporter par un score plus large, mais qui se contente de cette victoire 2-1. Chalo, là aussi, une victoire importante pour la GSK, gagnée à l'extérieur avant de recevoir cette équipe de l'ASCO de Cara la semaine prochaine à domicile. Ce sera là aussi au stade du 8 mai. De Sétif, c'est toujours important de gagner et de marquer 2 buts à l'extérieur. Bien sûr, j'ai quelques expériences à passer d'éliminatoire dans la CAF, la première année que je suis là-bas, la deuxième année à Paradou. Il y a toujours des choses qu'on peut penser sur le plan de voyage, sur le plan d'effort, sur le plan de motivation aussi. Et naturellement que quand tu gagnes à l'extérieur, c'est un point de départ magnifique. Mais il faut savoir la même chose, que les résultats, qu'on parlait du but marqué au extérieur de CRB, on parle aussi du but, de 2 buts que GSK a marqués. Donc c'est un avantage très important pour maîtriser bien le jeu, dans le plan stratégique, aussi pour recevoir une équipe que je pense qui n'a pas beaucoup de moyens, l'équipe de Togo. Justement, vous parliez de votre parcours avec le Paradou Athletic Club, le Paradou qui a joué la Coupe de la Confédération il y a quelques saisons de cela. Justement, selon vous, qu'est-ce qui manque au club algérien, justement? On a vu que la GSK avait atteint la finale de cette Coupe de la Confédération il y a 2 ans de cela. Qu'est-ce qui manque au club algérien pour passer cette étape supplémentaire et remporter des trophées sur la scène continentale? Il y a ici un entraîneur plus expérimenté que moi et plus avec par exemple pour le Paradou qui avait réalisé un bon parcours. Mais je vous dis mon avis que sur le plan de... Parce que parfois, quand nous sommes au extérieur, on regarde quelque chose. Je pense que surtout n'est pas une question de qualité, n'est pas une question même des moyens par rapport à la plupart des clubs qui sont habitués à jouer la Champions League et la CAF d'Algérie. Mais je pense que le championnat interne ici, il faut avoir plus de capacités, surtout dans le temps utile du jour, pour développer, pour être un peu plus compétitif les matchs. Mais aussi, il y a la bonheur du moment, il y a la chance du bonheur. Il y a aussi le camp derrière qu'il faut vraiment regarder d'une façon claire pour l'équipe qu'on marche à jouer à l'extérieur. N'a pas de problème aussi dans le championnat. Je me rappelle quand nous sommes dans la CAF la première fois de l'histoire du Paradou. N'a pas beaucoup d'expérience, même moi-même sans expérience au niveau de l'Afrique, mais nous avons beaucoup de problèmes pour parler, pour mélanger les choses de la CAF avec le championnat. Quel genre de problème vous parlez de? Par exemple, est-ce qu'elles sont de mentalité chez les joueurs? Même pour la date, pour le calendrier, parce que il avait parlé très bien avec le changement d'effectif. S'il y a une équipe qui n'a pas de capacité de changer l'effectif aussi, n'est pas bon. Mais je pense qu'il y a tous les moyens pour un bon réussite de l'équipe argélienne dans le championnat, dans la CAF, parce qu'il y a des moyens, il y a de bonnes équipes, il y a des bons joueurs. Non, sur la GSK, justement, une victoire importante, là aussi. Je pense que la GSK, c'est fait. Donc, vous pensez que c'est fait, déjà? Pour qu'ils soient éliminés, le fait d'aller gagner là-bas et se faire battre 2-0, il faut qu'ils soient battus 2-0 ici. C'est ça, minimum. Donc, ça m'étonnerait que la GSK va laisser tomber le match. Et pour revenir, qu'est-ce qui manque au football algérien? C'est la stabilité et les moyens. Moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être au Paradou, ils ont les moyens nécessaires, mais dans d'autres clubs,
Quand vous voyez le champion d'Algérie, il n'a même pas où s'entraîner. Le Mouloudia, club historique, ils n'ont pas où s'entraîner. Quand on veut, c'est le minimum. Il y a deux entraînements journaliers. C'est ça. Mais déjà un entraînement, moi j'ai été voir au niveau de l'Écha pour programmer quelque chose. Il y a un seul terrain pour une structure énorme. Bon, c'était prévu pour les étudiants et tout. Voilà, donc, j'allais dire que l'Estra, c'est pas un centre d'entraînement en tout cas. Donc on n'a pas de moyens. Là, avec les nouveaux stades qui sont en Mais les stades ne sont construction, pas t'entraîner dessus. il y aura les terrains répliques, les annexes. Le fait déjà de jouer sur du tartan, c'est un handicap C'est un énorme. handicap, ouais. Donc voilà, moi je l'ai dit il y a quelque temps pour le CRB, continuer à jouer sur du tartan. Il y avait la volonté du côté du CRB de jouer, de recevoir au stade du 5 juillet, mais pour l'instant, le stade du 5 juillet est fermé en raison... Quand est-ce qu'il a été... pour moi, le 5 juillet est toujours fermé, depuis belle lurette. Il est tout le temps Là- en travaux. là, il est 5 juillet, pour le Blida- Chan, en tout cas. 5 juillet, Blida, ils sont toujours en travaux. Oui, ça, c'est une Ah, il faut vérité, il faut malheureusement. appeler un chat, c'est Exact, la exact. vérité. Donc, Là, on passe... Abdelnour, un mot sur la GSK avant de passer à la Coupe de la Confédération. J'avais déjà dit, hein, bon, déjà gagner à l'extérieur, c'est sûr que c'est encourageant. Mais pour revenir un peu... Sur Amrani, j'allais poser la question sur depuis qu'il a pris en main l'équipe de la GSK, je pense qu'il a su motiver les joueurs, leur inculquer sa façon de voir le football, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et je pense que la GSK, cette année, va essayer de faire la meilleure saison possible et faire mieux que l'année passée. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez dit ce qui nous manquait pour planer au niveau africain. Notamment en Coupe de la Confédération. Chalot avait dit, bon, quand on est en championnat, moi je pense qu'il faut avoir deux casquettes. Il faut avoir la casquette du championnat et la casquette de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est assez exceptionnel. C'est pas un match de championnat qu'on joue. On joue contre des équipes africaines, surtout quand on est en déplacement. Moi, je me rappelle un peu, je vais peut-être sauter du coq à l'âne, mais à l'époque où nous avions eu la Coupe d'Afrique en 1976, on a perdu tous nos matchs à l'extérieur, à l'exception d'un seul, celui du Kenya, où on avait battu 1-0. Mais tout le reste des matchs, on avait perdu par 2 buts et des 3 buts à 0. Après, les conditions étaient plus compliquées à cette période. Mais avec de bonnes équipes, de très bons joueurs. Maintenant, avec les agents qu'il y a, donc l'organisation qu'il y a au niveau... Tous les joueurs sont en Europe. Tous. Là, on est en train de voir la France, l'Allemagne, l'Angleterre, parce qu'on voit ces championnats. Mais dans d'autres championnats belges, hollandais, ukrainiens, au Japon, en Chine, en Grèce, un peu partout. Dès qu'il y a un joueur qui sort, il part. Ça arrange tout le monde, ça arrange le club, le pays, le joueur. Donc, pas le niveau du championnat africain ou bien du développement du football africain. Maintenant, quand on parle de préliminaires, avec les tours préliminaires, préliminaires, c'est pas des équipes de top niveau. C'est à partir des groupes. La phase des groupes. Quart de finale que ça se passe. À partir des quarts de finale qu'on peut voir nos clubs où ils peuvent aller. On passe à la Coupe de la Confédération, là aussi avec une bonne nouvelle qui nous vient du Togo, puisque l'USMA, là aussi, s'est imposé 2-0 devant l'autre club de Kara, l'AS Kara, de buts inscrits. Il y a eu un CSC, plus un but de Ayman Mahyous pour l'USMA. Abdelnour, là aussi, une belle victoire pour l'USMA qui, quasiment, là aussi, met un pied... Oui, bien sûr, le mérite. Les 4 orteils. Le mérite revient pour le prochain tour. Gagner à l'extérieur, c'est toujours encourageant. Mais comme a dit notre ami Nordin, c'est vrai que le niveau de ces équipes-là sont pratiquement méconnus. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ces équipes. Et c'est vrai, plus on va dans les tours, et mieux, et ça se corse. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour juger un peu en tout cas, le fait de se qualifier en face des groupes, c'est déjà important. Ça serait malheureux que nous ne pouvions pas nous qualifier, ne serait-ce que pour ces tours préliminaires. Maintenant, l'USMA, moi je pense que l'USMA a quand même un effectif assez riche pour essayer d'aller le plus loin dans cette coupe
de la La CAF. Coupe de la Confédération, effectivement. De l'autre côté, mauvaise nouvelle là, pour l'équipe de la jeunesse sportive de la Sahara qui, pour sa part, a perdu en Côte d'Ivoire face au club du Sporting Ganois. Donc, défaite 1-0 de cette équipe de la Sahara, Norben Zekri. La Sahara, cette saison, a du mal en tout cas. Ce n'est plus cette équipe qu'on voyait les saisons passées du côté de Béchar. Oui, ils sont en train de perdre pied en championnat déjà. Mais concernant la Coupe d'Afrique, je pense 1-0, c'est faisable. Maintenant... Et le fait de ne pas marquer... Le fait de ne pas marquer, de ne pas recevoir à domicile. Donc, ils doivent trouver un stade, je pense que c'est UMB45. Le club de Béchar, le club de la Sahara avait annoncé en tout cas avoir trouvé un accord pour, afin que le match se joue à Oran. Là, il y a un souci de terrain. Il y a un souci de pelouse au niveau du stade d'Oran, puisqu'il y a... là aussi, on essaie de rénover la pelouse après les 3 matchs disputés par l'équipe nationale. C'est malheureux. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah, ouais. Il faut dire qu'il y a des entraves. Il y a eu l'accord et puis il n'y a plus d'accord. En tout cas, rien n'est encore figé du côté... Moi, je pense qu'ils ne vont pas recevoir... Oui, les labos. Mais 45. Et ça sera compliqué puisqu'il y aura pas mal de matchs. Il y aura vendredi avec le CRB, la GSK. Et c'est pas malheureux ça. L'USMA également. Et l'USMA. Quand il parlait de moyens, c'est ça les moyens qu'on a. On n'arrive même pas à trouver un créneau pour faire un match. Un stade. Un stade, voilà, un créneau. Un stade. Et à Alger, en plus, à Alger, c'est encore beaucoup plus malheureux. Maintenant, se déplacer à Sétif, et Sétif, c'est pas le. C'est le stade homologué. Voilà, c'est le stade, on parle de stade homologué. Mais c'est toujours une pelouse artificielle, hein, donc. C'est sûr. C'est vrai que c'est problématique pour la Sahara. En tout cas, on reste optimiste pour la Sahara du Nord. Bien sûr, 1-0, c'est pas catastrophique. Ils ont l'habitude de perdre à l'extérieur, de gagner à domicile. Mais comme vous l'avez dit, Saïd, c'est pas la Sahara qu'on connaît les années précédentes. Hein. Cette équipe ivoirienne, la Sahara l'avait déjà affrontée en 2018 en Ligue des champions africaine, et la Sahara s'était imposée à Béchar à ce moment-là, 2-0. Souhaitons qu'ils fassent le même score au retour. Ils ont joué à Béchar. Non, ils ne peuvent pas. Ils ont joué. Oui, à ce moment-là, le stade de Béchar était homologué, pas cette fois-ci. Donc ça reste problématique. On a fait le tour en tout cas des participations, donc de nos représentants au niveau des compétitions africaines interclubs. On espère en tout cas que la semaine prochaine, tous ces clubs... Je pense que les 4 clubs pourront se passer, qualifier, absolument. Pour le tour suivant, on l'espère évidemment, et on passe à présent à la Liga après ce jingle. Et la Ligue 1 avec la 7e journée qui s'est disputée ce week-end, vendredi et samedi, et avec un match à l'affiche qui a opposé à Constantine, le CS Constantine, leader du championnat, qui réalisait un sans faute depuis l'entame de la saison, qui recevait le Mouloudia d'Alger, qui avait réussi à battre l'AS Ochlef lors de la précédente journée. Un match d'un niveau assez intéressant en tout cas, qu'on vous invite à suivre à travers ce résumé réalisé par Ismaël Belghaidia. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux, voilà. Enfin, les quelques journalistes et supporters qui sont là, il y en a très peu, parce que de cette rencontre, pour rester dans la dynamique. Attention à Merzougi, le ballon récupéré. Attention, c'est déjà la première alerte et c'est un corner. C'est une notation FIFA. Oui, voilà. Allez, Arji Walid, le ballon au rond. Ah oui, non. Et la première le tacle glissé sans faute. C'est comme ça que doivent jouer les défenseurs. Et Debeh qui s'isole mais qui arrive à donner le ballon. Alors très bon ballon. Et le gardien Rahmani qui sauve. Première alerte du Mouloudia d'Alger. Pour les appels de bois, d'éviter le hors-jeu. Attention, Merzougi qui résiste. Il a le ballon. Merzougi qui fait un slalom et qui tire le but. Oh, le but de Merzougi avec un slalom au milieu de la défense à la 16e minute de jeu.
Merzougui qui n'a aucune difficulté à trouver le chemin défilé. En plus, il y a une certaine passivité de la défense qui regarde faire. Ce joueur qui a crocheté, mis dans le vent toute la défense et regardez comment il arrive à mettre le ballon du pied gauche sur le petit poteau. Et au Constantinois qui n'arrive pas à trouver les chemins défilés, bien au contraire. Attention, la très bonne récupération du deuxième ballon. Merzougui, le deuxième but. Oh, Merzougui au milieu de la défense. C'est l'absence des joueurs qui sont un peu devant. Et Merzougui qui n'a aucune difficulté à prendre ce ballon, à le contrôler et à le mettre là où il voulait. Regarder cette reprise foudroyante dans la lucarne du gardien Rahmani. Et deuxième but de Merzougui après seulement 18 minutes de jeu. Essayer de revenir. Et monsieur Rourbel, dans le coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de remplacement durant la pause. Un seul joueur est entré, mais c'était à la 30e minute de jeu. Petit ballon cloche pour Meddahi. Là, il y a du bon jeu. Abdellaoui vient en couverture. Le centre. Kokpou. Il a fait la très bonne récupération. Et Abdellaoui qui vient empêcher Arji de récupérer ce ballon. Ils sont à 3 contre 4 plutôt qu'entre 4. Et latéralement, c'est bien joué. Tahar qui récupère le ballon. Tahar, il s'avance, il va jouer en percussion. Il se retourne, il va tirer. Non, il donne à Debeh dans une bonne position. Et là, c'est bien fait le relais. Et Rahmani qui sauve en concédant le corner. Mais Tahar a très bien joué le... Pour l'Arja, il a une bonne situation. C'est bien joué avec Shekel qui s'en va donner le ballon à Meddahi. Et le ballon repoussé. Une autre occasion. Et Meddahi par 2 fois. Se faire un plaisir de tuer un peu le temps. Et c'est terminé. Score 2-0 pour le Mouloudia Club d'Alger grâce à Merzougui aux 16 et 19e minutes de jeu. C'est vrai, on savait que ça serait un match très difficile à mener contre cette équipe du Mouloudia d'Alger. Et puis voilà, on a raté complètement notre rentrée en match, surtout les 20 premières minutes où on a concédé 2 buts. Je pense que c'est là où que ça nous a fait très mal en fait par rapport à notre invincibilité déjà. Et puis une mi-temps, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à dire sur cette première mi-temps, surtout pour notre côté. Et puis en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on était plus motivé, plus agressif. Et voilà, on a procédé quand même avec un pressing très haut et très agressif. On a beaucoup récupéré beaucoup de balles. Malheureusement, il n'y avait pas cette efficacité. Il n'y avait pas ce joueur qui, si je peux dire, mettait la dernière passe ou celui qui fait la finissait. Mais bon, la finition n'était pas d'aujourd'hui. C'est un passage obligatoire. On doit le passer, on doit le digérer ensemble. On a essayé de s'appliquer les choses qu'on a faites à l'entraînement. Pour ça. C'est comme ça que la victoire vient. Lorsqu'on travaille bien, et chacun essaie de faire son rôle, on peut avoir des victoires. Ce qui manquait aujourd'hui, c'est la transition. Lorsque ils nous ont laissé beaucoup d'espace, on n'a pas su en profiter. هذه مازالت لكن لازمنا نكملوها في الماتش الجاي. على كل نشكر اللاعبين الكل، حتى اللاعبين الارجنتين عملت مقابله طيبه جدا. كانوا في مستوى معناتها سيرتو ان دوزيام ميتون سي نورمال معناتها متقدمين 2-0 وما عندهمش اختيار الا باش يحبوا يرجعوا في النتيجه. على الحال احنا لازمنا نكونوا حاضرين معناتها اللي عملناه، لكن ناقص كونه ما استغلناش من ليزاسباس اللي خلوهم الخلف. J'étais un peu énervé en fin de match. Plus ou moins parce qu'on n'a pas maîtrisé un peu la balle. Lorsqu'on passe devant, لازمنا شويه maîtrise la balle ما نضيعوهاش فاسيلمون. انا معناتها الحاجه اللي تقلقني بزاف هو وقت اللي نضيع الكره. معناتها جانسيست سور ان بروبليم كي سيمبوز معناتها في المولديه لقيته اون بير بوكو دو بال. فهمتي تحسنا شويه لكن لازم نزيدوا نتحسنوا اكثر. لي ترافاي كونتينيو. On avait donc cette belle victoire du Mouloudia d'Alger, Abdelnor, le Mouloudia qui revient de très loin, en tout cas après un début de saison raté. Le Mouloudia qui enchaîne les victoires, 4e au classement avec un match en moins, 11 points. Ils sont sur 3 victoires consécutives, ça leur fait 9 points en 3 matchs, donc ils font le plein. C'est vrai qu'au début de saison un peu en dents de scie, ils n'arrivaient pas à trouver les buts. Mais là, je pense que l'équipe est en train de se stabiliser. Bon, maintenant, avec la venue de Benzordi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui pourra éventuellement donner un plus à cette équipe-là.
et redresser la barre. C'est pas encore fini, hein, parce que le chemin est encore long. Mais je pense que le Mouloudia est bien parti pour se ressaisir. Non, justement, le fait de jouer à domicile sans public, est-ce que ça a désavantagé cette équipe du CS Constantine qui puisait notamment dans cet apport du public constantinois pour faire la différence, notamment à domicile? Oui, ça peut changer pas mal de choses, mais je pense que le Mouloudia aussi a besoin de ses supporters. Hein. Si le stade était ouvert aux supporters, le Mouloudia aurait fait quand même jeu égal avec la galerie. C'est tant mieux. Mais je pense que c'est une victoire méritée au vu des actions et des buts de Merzougi, de jolis buts. Un doublé de Merzougi. Je pense qu'on a besoin du Mouloudia en haut de l'affiche. Le football algérien a besoin du Mouloudia en haut de l'affiche. Ça crée une ambiance, ça crée pas mal de choses, ça crée du mouvement, ça crée beaucoup de choses. Quand les gros cylindrés sont là, bien sûr. Et puis on constate que ça aide au développement du football et ça aide notamment. Heureusement, ça aide à beaucoup de choses. À une certaine ambiance au niveau des stades. Et le football est fait d'ambiance. Donc on a besoin d'Isma, on a besoin du Mouloudia, on a besoin du CRB, on a besoin du CSC, on a besoin de Sétif, on a besoin de tous ces grands clubs là qui jouent leur rôle au niveau du championnat. En tout cas, quand on prend le classement jusqu'à cette 7e journée, on voit le CSC premier, CRB Louis-Tête, USMA et MC Alger avec Clerba là aussi qui réalise. Clerba qui est là. Qui essaye de grappiller quelques points. Des troubles faits. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que le CRB, après 7 matchs, a quand même 3 matchs de retard. Hein. Et ils sont deuxièmes. 4 matchs, ils ont 12 points. Ah bah, ils ont gagné leurs 4 matchs pour l'instant. Oui, mais ils ont 3 matchs de retard déjà à 7 matchs du championnat. Donc j'espère que la semaine prochaine également, ça va être un match qui va être décalé. Donc ils vont encore cumuler beaucoup de matchs retard. Ça tue un championnat. D'où un peu l'idée de faire un turnover au niveau des effectifs. L'idéal, puisque les clubs algériens désormais se déplacent en vol spécial, il y a des vols spéciaux, donc il y a moins de fatigue, ça permet aux joueurs de récupérer, ou même il y a des liaisons directes à présent à partir d'Alger. Je pense que ce serait l'idéal pour ces clubs, pour les clubs algériens, de disputer en tout cas mardi notamment, jouer un match de championnat, histoire de ne pas rester inactif. Il suffit de croire en la rotation. Absolument. Notamment pour des clubs comme le CRB, il faut oser le faire. Il y a des joueurs, il faut les faire jouer. Un joueur qui joue le championnat, l'autre qui joue la Coupe d'Afrique, puis ça repose les organismes. Et ça permet aussi de faire jouer tout le monde. Et que tout le monde ait confiance aussi. Et même l'entraîneur aura moins de tracas par rapport aux joueurs qui ne jouent pas chaque semaine. Heureusement, laisser tout le monde en mouvement. Donc, pourquoi on a un effectif de 25 joueurs 27. Et si on n'en utilise que 13 ou 14, c'est ce que fait la majorité des clubs d'ailleurs. Hein. Et quand on a des blessés par la suite, et ça complique la tâche. Ça nous oblige. Ça oblige l'entraîneur à faire confiance à d'autres joueurs. Charles, justement, quand on voit ce match entre le CSC et le Mouloudia d'Alger, vous les avez affrontés très souvent, ces deux clubs, et notamment le Mouloudia, là, qui revient très très fort. Est-ce que vous pensez que le Mouloudia, avec l'effectif dont elle dispose, ou même le CST, peuvent justement rivaliser avec le CRB cette saison? Ce n'est pas mon rôle de parler des autres. Mon rôle, c'est parler et solutionner le problème des paradoxes. C'est un grand problème. Ça, on va en parler avec les paradoxes, ça c'est certain. Faire attention, là. Hein. Moi, je vous vois en bas, là. Oui. C'est bien. C'est un challenge mieux parce qu'après 5 semaines ou 6 semaines, après vous parlez, j'ai déjà sorti du bas, il est déjà en eau. Non, mais on va rigoler un peu, mais je pense que c'est des équipes, comme vous avez parlé, des équipes fortes avec des choses bien. Par exemple, c'est vous que vous avez parlé de ça. Des publics, d'importance du public. Donc, Paradou ne joue pas avec le public. Donc, c'est toujours 30 matchs sans public et jouer toujours au domicile. Jouer toujours au domicile sans être au domicile. Mais par rapport, et pour répondre à la question que vous avez demandée d'une façon directe, naturellement qu'ils ont des moyens. Parce que le budget
c'est aussi du budget, en parler en français, c'était vraiment important. Et tout le monde sait. Nous sommes ici 3 hommes de foot. On sait que quand il y a l'argent. Mais le public aussi. Mais évidemment que CRB, je pense que nous ont habitués à toujours ne pas laisser passer les choses à côté. Ils ont des moyens, ils ont des effectifs que c'est vrai. Qu'on peut dire, il y a encore un joueur qui n'est pas encore à jouer et qui est un joueur avec des statistiques des années passées, des statistiques qui ont fait des matchs, qui ont fait comme ça. Donc, c'est bien pour le football algérien que n'est pas à dire à 7e journée. Pour nous, c'est 5e, parce que nous avons aussi des matchs reportés, mais pour les autres, c'est 7e journée, qu'on dit, on dirait que c'est déjà trouvé le champion. N'est pas bon pour le football, mais naturellement, qui a l'avantage. Je vais rester avec vous, coach, par rapport au Parado. On va en parler un petit peu. Le Parado qui est avant-dernier au classement, certes, avec 2 matchs en retard. On en est qu'en début de saison, il reste encore pas mal de matchs à jouer. Mais on voit que cette saison, le Parado, les dernières années, débutait très fort le championnat. Cette saison, c'est un peu compliqué. Il y a eu pas mal de départs, comme chaque année, comme chaque intersaison, de joueurs cadres qui partent à l'étranger. Mais on voit que cette saison, c'est plus compliqué. Comment l'expliquez-vous, justement? Bien, je veux rappeler, c'était très pertinent question, mais n'est pas vrai. Aux premières années que je suis ici, nous sommes avec 5 matchs, avec plus 3 points qu'aujourd'hui. Plus 3. Je me rappelle, on en avait discuté déjà. Deuxième année, avec la CAF, nous sommes précisément dans la même place. La saison dernière... la saison dernière, je ne suis pas... vous n'étiez pas... Je ne suis pas ici. Et après, il y a une chose qu'il faut dire dans une façon qui n'est pas facile, en 2 ou 3 minutes, expliquer les choses. Vous avez le temps. Mais je suis fier de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs. Quand vous parlez de Liverpool, qui perd un joueur, et les choses n'est pas égales, quand vous parlez de Barcelone, qui tout le monde parle qu'il y a une matrice de jeu, qu'il y a une façon de jouer, mais quand on perd 2 joueurs, n'est pas le même. Quand vous parlez de Parado qui reste avec 3 joueurs de l'année passée, par exemple, quand on perd 2 joueurs qui ont marqué 28 buts, ça veut dire quoi? Il faut avoir du temps. Donc je suis très fier de mes joueurs. Mais est-ce que la direction du Parado vous laisse le temps, justement, vous accorde du temps pour mettre en application, notamment... Je suis ici pour répondre pour moi, je ne suis pas pour répondre pour quelqu'un. Je réponds pour moi. Les choses que je parle, c'est les choses n'est pas différentes qu'un mois avant, 2 mois avant ou 3 mois avant. Donc, quand je parle d'une façon directe. Je parle avec toutes les difficultés. Et ça nous donne encore plus de préparation. Parce que si nous ne sommes pas préparés pour ça, pour ces difficultés, nous commençons à paniquer. Justement, paniquer. Je vous pose la question, coach. Je vous pose la question de manière assez directe. On sait que l'objectif, en tout cas, du côté du Parado, on n'est pas là pour chercher, en tout cas, les titres. On est d'accord, puisqu'à chaque intersaison, on voit le club en train de vendre ses meilleurs éléments à l'étranger. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne image pour le club du Parado. Sauf que on a pu suivre les matchs sur le terrain. On voit que du côté de la direction, à savoir le président Hassan Zetchi, qui est un amoureux du foot et qui aime voir son équipe gagner, on sent que depuis quelques années du côté du Parado, là aussi, même si au niveau de la politique, on essaye de mettre en lumière les jeunes, sauf qu'on veut gagner au retour là aussi. Et avec les départs des entraîneurs, quand on parle de la saison dernière, Abdenour avec Chérif Louzani qui est parti, il y a eu Hakim Malek il y a 2 ans de cela qui a été débarqué. Donc, est-ce que là aussi on sent un petit peu de pression sur l'entraîneur? Est-ce que vous le sentez, cette pression sur vous? Pas du tout. Je voudrais essayer de faire une demande très longue pour expliquer toutes les choses. J'explique toutes les choses. Moi, je suis une personne qui... J'aime bien Parado, je suis habitué, je suis une personne qui ne suis pas une personne qui travaille pour travailler. Quand je viens ici, je sais, j'explique les choses, les personnes expliquent à moi.
les choses. Nous avons dans notre idée, dans la philosophie de Paradoxe, c'est unique en Algérie. Ah oui, c'est unique. Et même au monde entier. Nous sommes la 5e équipe plus jeune du monde. Et nous avons un gardien qui c'est plus âgé à jouer, sinon nous sommes l'équipe plus jeune du monde. Mais il n'y a pas d'excuse. Il faut parler directement. Pour moi, il n'y a pas de pression parce que j'ai répondu avant, je suis préparé pour ça. Une chose, laissez-moi s'il vous plaît parler. Oui. Une chose, c'est vous promis ici que me donne 50 millions et vous ne donnez pas 50 millions. Une chose, c'est au début, le coach dit qu'est-ce qui va passer, l'administration sait qu'est-ce qui va passer, et donc nous sommes plus préparés. Et les joueurs sont plus préparés. Ici, il n'y a pas autre chose que dire la vérité. Parce que si vous parlez la vérité, si on ne parle pas des choses, des rêves, c'est plus facile. Augmenter la performance, passer la difficulté. Parce que, je vous donne un exemple. Je parle toujours de ces choses. C'est l'équipe plus jeune d'historique de Paradoxe. Il n'y a pas de comparaison possible. Vous ne pouvez pas trouver quelques possibilités. Après, il y a des choses qui ont un passé récent, qu'il y a des choses qui, naturellement, c'est comme dans la boulangerie. Vous mettez le pain, mais n'est pas le pain, ne va sortir tous les mêmes. Parfois, il faut plus de faux, moins de faux. Il faut être patient. Coach, je vous pose la question clairement. Est-ce que on sent que vous avez envie de gagner, notamment d'avoir le meilleur parcours possible. Le fait que la direction, chaque année, vendre les meilleurs joueurs de votre effectif, est-ce que ça vous met en difficulté, sincèrement? Ah, ça n'est pas... Attention, j'ai 2 années ici. Après, j'ai parti avec le Covid. Je reviens maintenant. Dans les effectifs, je regarde beaucoup des photos de Paradoxe. Dans les effectifs, maintenant, n'est pas besoin de passer longtemps. C'est passé cette année. Vous prenez l'effectif l'année passée, vous prenez l'effectif de cette année. C'est un effectif complètement remanié. Regarde une chose, c'est une philosophie et c'est une chose remarquable. Et en fois de parler comme ça, je vous dis une chose. Les jeunes de Paradoxe, les jeunes joueurs de Paradoxe, il faut être fier parce qu'il a un club qui lui donne les possibilités de jouer immédiatement la Première Ligue. Il y a des joueurs qui n'ont pas d'expérience quelqu'un. Ils sont à jouer la première fois. Et c'est vrai que pour moi, le football et les qualités, il n'y a pas d'âge. Mais parfois, vous avez des sœurs, vous avez des frères. Ils ont des frères avec 15 ans qui sont plus matures que les autres. Mais il n'est pas une question de qualité. Ils ont les qualités. Mais parfois, il manque un peu de choses. Et après, je vous donne un exemple. Nous avons Naïdji. Naïdji, par exemple, vous parlez toujours du passé, de 2018-2019. Nous ne pouvons pas passer tous les moments à vivre de l'histoire. Ce n'est pas factuel. L'histoire, c'est passé, c'est musée. C'est encore passé. Mais Naïdji a été le meilleur buteur en 2018-2019. Mais combien d'années il a passé pour arriver à ce point? Yousri aussi. Yousri a été remplaçant dans la première année que nous sommes ici. Et après... C'est ça, c'est qu'il faut développer. Sur ça, on l'a toujours dit sur ce plateau, et je vais donner la parole à Nour Benzakri. Et vous avez à côté de vous l'un des coachs qui donnait en tout cas la chance aux joueurs. Moi, je me rappelle un Derarja, par exemple, Walid Derarja, à 17 ans, il jouait au NED avec une pression terrible à ce moment-là, et beaucoup de supporters disaient Nour Benzakri, il avait un jeune de 17 ans qui avait du mal à s'adapter au départ. Là, vous avez à côté de vous, là aussi, un coach qui donne la chance aux jeunes joueurs. Sur le modèle du Paradoxe, Nour, est-ce que vous êtes content de voir de tels clubs en Algérie? Non, mais Paradoxe, c'est une politique, hein, c'est spécifique au Paradoxe. Donc, c'est dès le départ, c'est voulu. Donc, donner la chance aux jeunes, puis c'est commercial. C'est ça. Donc, ils font de la revente, c'est tant mieux pour les jeunes. Les jeunes, comme a dit le coach, ils ont la chance dès le départ d'évoluer à un haut niveau. Et sans pression. Dans d'autres clubs, ils n'ont pas cette chance. Dans d'autres clubs, ils n'ont pas un centième de chances qu'ils ont. Ils n'ont pas de risques. Oui, mais c'est des risques calculés. Oui, donc bien sûr. C'est dès le départ, c'est une politique. Voilà.
On l'a vu il y a quelques années de cela, messieurs, que le Parado, à un moment donné, a été rétrogradé en deuxième division, en troisième division. Voilà, ils ont pu retravailler tranquillement. Ils ont repris. De toute façon... Quand il n'y a pas la pression du public, ça aide. Ils n'ont pas de contraintes. C'est ça, quand il n'y a pas la pression du public. Il n'y a pas de pression du public, donc c'est leur club, ils font ce qu'ils veulent de leur club, ça leur réussit, tant mieux. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer dans cette ligne. Oui. Il faut ne pas paniquer. Jamais. C'est en panique qu'on est perdu. Et après, je vous dis une chose. Même avec les 5 matchs, si vous demandez que je suis... tu n'as pas de surprise. Quand je dis n'ai pas de surprise, que je suis content. C'est une chose complètement différente. Il faut être exigeant. Parce que je suis un entraîneur dans un club comme Parado, n'est pas un coach, c'est comme mon père. Tous mes joueurs sont fils de moi. Vous êtes le papa de plusieurs joueurs. Hein? Non, il faut avancer. Et parfois, nous-mêmes, et vous, quand je parle de vous, les moyens des journaux, quand vous parlez de gagner ou perdre à Parado, ne peut pas mettre la même chose, la même charge. Parce que ce n'est pas la vérité. Sinon, la personne ne demande pas un coach qui vient de loin, qui a ici développé à faire quelque chose, ensemble avec les personnes, n'est pas seul. Et moi, je sais que c'est un challenge, le plus grand challenge, mais c'est ça qui me donne le plus force encore, et c'est ça qui me donne encore plus plaisir. On va revenir tout à l'heure justement sur l'apport des coachs étrangers dans notre championnat. On passe à présent au prochain match à l'autre match qui a opposé l'équipe de Khenchela au Mouloudia Club d'Oran avec Lindet Boul qui nous fait le résumé de cette partie. L'USM Khenchela a profité de l'avantage du terrain pour dominer le MC Oran en s'imposant sur un score étriqué mais important d'1-0. Les protégés de Nabil Nriz ont entamé très fort le match en ouvrant le score dès la 7e minute de jeu par l'entremise du Ghanéen Bako. Les locaux ont maintenu leur domination durant cette première mi-temps, mais sans pouvoir aggraver la marque. Et c'est d'ailleurs sur ce score d'1-0 que l'arbitre siffle la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les gars d'El Hamri plus motivés voulaient rattraper leur retard, mais ce n'était sans compter sur la ténacité de la défense Khencheli qui a pu conserver cet avantage jusqu'au bout. Les joueurs de Khenchela auraient même pu prétendre un bien meilleur score. Le match s'est achevé sur un score d'1-0 en faveur de l'USM Khenchela. Et grâce à cette troisième victoire d'affilée, le promu l'USM Khenchela remonte à la 8e place au classement général. ما لازمش نتحجوا خساره نظن باللي نستاهلوا نخسروا بصح كنا قادرين نديروا احسن لو كان التعداد كما يقول لك كامل ان شاء الله هذه الخساره ما تاثرش علينا لان جات خارج الميدان تاعنا والفريق راه كونستركسيون ان شاء الله نلقوا الحلول في المقابلات الجايه بدخول اللاعبين اللي ما كانوش معنا اليوم. نظن باللي سجلنا في الوقت المناسب ولكن اليوم الشيء اللي صعب لنا المباراه اننا ما عرفناش نقتلوا هذه المباراه. جاونا على الاقل 3 فرص لقتل المباراه، للاسف كان حارس في المستوى ديفيلا هذا ضيعنا عده فرص. نظن باللي الشوط الثاني نفسي دخلنا بنفس العزيمه وزيدنا ضيعنا 3 فرص. من بعد حقيقه يعني 30 دقيقه الاخيره تعبنا كثير وكان يعني الخصم رمى كل الثقل تاعو، لعب الكل في الكل ولكن ما خدمش علينا يعني خطر كبير. 3 défaites en début de saison pour Khenchela. Par la suite, 3 victoires. Donc l'équipe de Khenchela qui remonte au classement 8e actuellement. Donc ça fait du bien pour Khenchela cette victoire face au FC. Je pense qu'ils ont retrouvé leur marque. Hein. Bon, c'est vrai qu'après plus de 25 ans en division inférieure, ils retrouvent la division 1. Leur apprentissage a été un peu dur les premiers matchs, mais là ils reprennent. Ils sont à peu près comme le Mouloudia, ils sont à 3 victoires consécutives. Ça leur permet de sortir un peu de la zone rouge, mais je pense que Khenchela va pouvoir jouer le maintien aisément. Ils ont quand même un effectif assez riche, et avec la venue de Nabil Redliz qui a
qui a quand même une certaine expérience, qui peut donner un plus à cette équipe. Khenchla, cette équipe vous a battu la semaine dernière donc, à Dal Beida. Est-ce que c'est Khenchla qui était meilleur que vous ou vous dites que votre équipe a raté beaucoup de buts là aussi? Parce qu'il y a eu une domination du Paradou, mais sans être efficace. Nous n'avons pas fait un grand match. Okay. Même notre adversaire n'est pas mieux que nous. C'est notre faute. N'est pas, honnêtement, avec tout le respect avec l'adversaire, n'est pas l'adversaire qui nous abattre. C'est nous que nous sommes à perdre parce que nous n'avons pas maîtrisé avec la vivacité, la vitesse. C'est le pire match que nous avons fait. Et s'il me permet de faire une histoire de 5 matchs, nous avons perdu le match toujours pour le 1-0. Nous avons gagné aussi seulement pour un but de 1. Nous avons fait une égalisation à Schleff. Le premier but que Schleff a souffert, c'est nous que nous avons marqué à l'extérieur. Et après, Schleff a égalisé avec un penalty. Mais nous avons un but contre. Nous avons un joueur magnifique de Serbie qui a marqué 1-0. Nous avons fait un deuxième mi-temps incroyable avec Serbie. Nous avons perdu et raté beaucoup d'occasions avec l'efficacité, manque d'efficacité, ça peut venir. Et après, des derniers matchs, honnêtement, même, je peux parler que nous avons supériorité dans tous les plans de jeu, mais nous n'avons pas faire le jeu que nous pouvons faire. Très très bien. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'équipe du Mouloudia Club d'Al Bayed au Hilal Shalom El Eid. Et victoire importante pour les locaux. Tout ça résumé par Riyad Belkhadim. Al Bayed accueille le dernier du championnat, Shalom El Eid, au stade Zakaria Medjdoub. Shalom El Eid est le premier à se montrer offensif à Al Bayed par l'intermédiaire de Reda Batroni dans le premier quart d'heure de jeu. Le Mouloudia local se réveille enfin et met la machine en marche dans le sens du but de Shalom El Eid, sans pour autant trouver la brèche malgré la ferveur des supporters du Mouloudia. La seconde période débute comme s'est terminée la première avec la multiplication des actions et des occasions ratées du côté des Bleus. Il fallait attendre la 72e minute de jeu pour voir l'arbitre de la rencontre, Okil Mehdi, siffler un penalty que transformera le joueur Balek Sofiane. Les Bleus tenteront vainement de faire le break, mais le score ne changera pas. Victoire des locaux 1-0, le Mouloudia local remonte à une superbe 6e place et enfonce par là même Shalom El Eid en dernière position du classement avec un seul petit point. على خاطر هذه المباراة كانت صعبة جدا وكنا متخوفين منها والحمد لله ان شاء الله في المباراة ان شاء الله نزيدوا نقدموا المزيد من التألق ان شاء الله. يعني لعبنا ضد فريق اللي لعبنا يعني كتلة في الخلف يعني كان من الصعب انه نسجلوا اهداف، احنا كنا درسناهم من قبل وكان على بالنا باللي الحلول يعني راح تكون على الاطراف وفي يعني ممكن ضربة جزاء في قذف يعني في هذه هي الحلول اللي كنا نشوفها. نشوف باللي حكم المباراة كان قصر جدا في حقنا وما عطاناش حقنا. واش راح نقول نستسمح الانصار كثيرا، نستحسن الانصار لانه ما يستاهلوش الشيء اللي راهو فيه الفريق وما يستاهلوش هذه الهزائم متتاليه. ولما تشوف الفريق اللي عندنا الكتله تاع اللاعبين اللي عندنا ماهوش فريق قال ضعيف ولا تاع لاعبين ما لعبوش في الناسيونال ان، لاعبين ممتازين ولكن نظرا للمشاكل اللي يعيش فيها الفريق ونظرا للمشاكل تاع البريباراسيون كذا نظن المشاكل واضحه خلات الفريق يخش في الدوامه هذه. ان شاء الله يصير ان ديكليك بوركوا با المباراه القادمه. Cette victoire importante pour Hilal, plutôt pour l'équipe du Mouloudia d'Al Bayed Nord, justement, cette équipe d'Al Bayed qui découvre la Ligue 1, puisque c'est la première fois de son histoire que cette équipe évolue parmi l'élite. Et après cette journée, 10 points, 6e au classement. C'est bien pour cette équipe d'Al Bayed. C'est sûr, ils essayent d'emmagasiner au maximum de points. Donc ils s'adaptent, ils sont sur leur lancée. Je pense que c'est extraordinaire pour une équipe pratiquement qu'on ne connaissait pas, qui a fait quand même un très bon championnat la saison passée. Donc, et pour Hilal Shalom El Eid, là aussi, dernier au classement, ça risque d'être compliqué pour cette équipe. Ils ont fait une saison difficile la saison passée, donc ils se sont sortis vers la fin. Je pense qu'ils sont en train de manger leur pain noir. Notamment avec... ça sera difficile. Hein. Ils ont entamé la préparation une semaine avant le début du championnat, donc c'était prévisible. Donc il faut s'attendre à tout. Hein. Exact. On passe donc au dernier match à disputer
ce week-end et c'était vendredi au stade de Magra avec l'équipe de l'Herba là aussi qui a pu ramener un bon point de ce déplacement à Magra où il n'est jamais facile de glaner des points et on voit une nouvelle fois Abdel Nour, cette équipe de l'Herba très solide même à l'extérieur et qui déjà l'année passée ils avaient fait une très belle phase de retour. Cette année ils entament le championnat malgré les difficultés qu'ils ont eues parce que les difficultés ils en ont. Et là ils sont en train de faire un très bon parcours. Ramener comme vous l'avez dit un match nul de Magra c'est pas évident. Mais même Magra de toutes les façons cette année également va manger son pain noir, ça c'est certain. Magra a toujours eu, depuis qu'ils ont accédé en Division 1, ils ont toujours eu des difficultés à se maintenir. Ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Maintenant, concernant l'Herba, moi je pense qu'ils sont bien partis pour faire une bonne saison. Cette équipe de l'Herba, là aussi, Chalot, deux équipes qui, avec un budget, là aussi, quand on parle de moyens, un budget restreint, mais cette équipe de l'Herba qui réalise quand même un bon début de saison. Oui, c'est une équipe qui n'est pas surprise parce que je pense qu'ils ont aussi la capacité de maîtriser dans un jeu, c'est un jeu solide. Surtout un jeu solide et avec d'efficacité qui se comprend. Au domicile aussi, c'est une équipe très fort. J'ai remarqué, j'ai regardé quelques matchs, aussi comme Magra. Heureusement, nous sommes à gagner là-bas au premier match difficile aussi, avec un chaleur, mais je pense que c'est aussi un terrain très difficile pour jouer. Mais je pense honnêtement... l'historique de l'année passée n'est pas plus important pour cette année et même le début du championnat n'est pas comme commence, comme je dis, c'est comme va arriver au fin. Donc c'est ça, y a parfois il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de d'équipe Keshel par exemple a 3 défauts et après donc ça change, voilà, ça peut changer même Mouloudia maintenant ça je suis un peu habitué, ma expérience aussi au championnat algérien, ça chaque match, chaque semaine c'est une histoire complètement différente. Très très bien, résultat partiel donc de cette 7e journée en tableau et le classement on revient. Sur du jeune CR. Et donc, on en a fini avec cette 7e journée avec 4 matchs donc qui sont reportés, évidemment en raison de la participation de l'USMA, de l'équipe de la Sawa, CRB et GS Kabylie en Coupe d'Afrique. Là, messieurs, on va passer au thème de cette émission donc on a choisi pour vous, et notamment en présence d'un technicien étranger et d'un coach algérien qu'on connaît tous, évidemment Nour Ben Zekri. Le thème de cette émission est choisi notamment pour parler du coach étranger et de l'apport justement de ce technicien étranger dans notre championnat d'Algérie. On vous laisse suivre le sujet qu'a réalisé pour nous Sarah Derbel et on revient par la suite au débat. Ces dernières années, les clubs algériens ont choisi de recourir à des entraîneurs étrangers. Le nombre des techniciens est nettement en hausse d'année en année. Une tendance qui relègue les entraîneurs locaux au second plan. Pour la saison 2021-2022, 7 coachs sur 18 ne sont pas d'origine algérienne. L'Algérie manque-t-elle d'entraîneurs et de préparateurs physiques pour aller en chercher de l'étranger ? En sachant que l'Algérie dispose de techniciens en qualité et en quantité suffisante pour encadrer tous les clubs du pays. Ces entraîneurs étrangers sont souvent accompagnés de leurs compatriotes sur le banc.
sachant que pour la majorité, ils n'avaient jamais travaillé ensemble durant leur parcours et leurs chemins ne se sont jamais croisés auparavant. La question qui se pose aujourd'hui, la valeur du technicien algérien est-elle reconnue ou pas? من مواليد 20 فبراير 1965 57 عام درب عديد الأندية الجزائرية آخرها هلال شلغوم العيد الذي أنقذه من السقوط في الموسم الفارط. Qu'apportent-ils les étrangers au championnat national? Lorsqu'on sait que la majorité des clubs sont en difficulté financière, mais n'hésitent pas à dépenser des sommes colossales sur un staff technique étranger qui, souvent après leur limogeage, font recours à la FIFA pour obtenir gain de cause, à l'image de Denis Lavagne. À l'ère du professionnalisme, les clubs peuvent choisir des coachs étrangers si ces derniers ont confirmé leurs compétences ailleurs et apportent un plus au football algérien, comme l'ont fait certains. Sincèrement, il y a des noms actuellement par rapport à ces dernières saisons, en l'occurrence Benzarti, El Badri aussi, qui ont gagné pas mal de titres, soit sur le compte avec la Champions League. Badri, il était sélectionneur de l'équipe d'Égypte. Et puis leur rapport, c'est sûr que c'est positif. Moi, je dirais que ces entraîneurs, on ne peut que apprendre avec eux, bien sûr, avec toute leur expérience et tout leur bagage que les joueurs vont en profiter, bien sûr, soit dans les entraînements, dans les matchs. C'est universel. Nous, en Tunisie, on a eu des entraîneurs algériens aussi. Pas mal d'entraîneurs algériens qui étaient en Tunisie. هذا ما يزيد كان ثراء الكرة معناتها المغربية الكل معناتها سواء في تونس في الجزائر في المغرب ولا في أي مكان ثاني بطبيعة الحال معناتها حاجة تثري معناتها من ناحية أو من ناحية أخرى معناتها الجزائريين ils apportent quelque chose pas en Tunisie le rigueur ou discipline etc. Nous aussi on peut apporter شوية معناتها خبز كروي ainsi de suite معناتها pas mal de choses معناتها on peut le faire autres. Et je suis fier de ce que je fais, sincèrement, je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même. J'espère que je vais apporter quelque chose de plus pour le football algérien. Tant de questions qui restent posées. En attendant, le constat n'est toujours pas en faveur du produit local. Le produit local, donc le constat, selon Sarah Delbel, n'est pas en faveur du produit local. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs? Nor, on commence avec vous. Vous avez longtemps bourlingué, notamment dans notre championnat. Vous avez drivé pas mal de clubs algériens. Cette situation de voir autant de coachs étrangers en championnat national, est-ce que cela signifie qu'on n'a plus de coachs en Algérie? Ou doit-on chercher les raisons ailleurs? Moi, je ne le vois pas comme ça. Un club a besoin d'un entraîneur, il ramène ce qu'il veut. Hein. Et puis, c'est dans tout en Algérie. C'est bon. C'est tout. Est-ce que vous pensez que ces coachs étrangers apportent le plus qu'on attend d'eux? Un coach est un coach, qu'il soit étranger, qu'il soit. Est-ce que l'entraîneur algérien apporte quelque chose? L'entraîneur étranger est payé en devises. Ouais. Donc, il y a des Algériens qui sont payés en devises. Est-ce que tu le sais ou tu le sais pas? Moi, je ne suis pas journaliste, mais je le sais. Tu n'habites pas en Algérie, tu es payé en devises. Il y a des entraîneurs qui ont habité en Algérie qui sont payés en devises. Il suffit de ramener à une résidence de là-bas. Mais c'est tout. Mais est-ce que vous pensez que c'est problématique pour le développement du football algérien de ne pas puiser dans la ressource locale? Moi, ça ne me dérange pas, sincèrement. Ça ne me dérange pas. Kenour Benzekri, je vais vous poser la question directement et clairement, et nos téléspectateurs sont là pour en témoigner. Kenour Benzekri, avec toute l'expérience cumulée, vous avez toujours le punch là pour travailler, mais qu'on ne retrouve plus dans nos clubs. S'ils n'ont pas besoin de moi, tout à fait normal. Moi, je le ressens comme ça. Ils vont chercher ce qu'ils veulent. Et tout le monde sait ce qui se passe dans le football algérien. Donc c'est problématique pour vous. Quand je parle de Benzekri, je parle aussi des autres coachs algériens formés par l'école algérienne. Moi, je vois les entraîneurs qui sont actuels. Il y a un entraîneur étranger qui est à côté de nous. Il y a Benzarti. Moi, je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose. S'ils sont là, c'est pour apporter quelque chose. Donc, moi, personnellement, ça ne me dérange nullement. Jamais pensé à ce que, pourquoi il y a des... Et quand on va à l'étranger, nous, qu'est-ce que...
Il y a énormément d'entraîneurs qui ont bourlingué à l'étranger, qui y sont toujours, qui sont payés en devises. Est-ce que ça vous gêne, je pose la question à notre invité, est-ce que ça vous gêne quand on débat justement de ce fléau, parce que ça reste problématique, pas dans le sens où ça dérange de voir autant de coachs étrangers, ce n'est pas là la question. Qu'est-ce que apportent ces coachs étrangers en Algérie quand on voit que pas mal d'entre eux viennent, travaillent quasiment 1 mois, 2 mois et repartent ensuite sans réellement mettre en application leur projet, coach Chalot? Je suis déjà, première chose, je suis déjà moitié algérien parce que 3 ans, j'ai venu et je reviens. Donc, pour vous, la question ne se pose pas puisque votre travail a été notamment reconnu, hein, donc du moment que vous avez été rappelé. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a d'entraîneurs algériens à Maroc? Il y a d'entraîneurs algériens à Tunisie. Du Golfe. Au pays du Golfe. Si je me gêne pour votre question, donc il faut faire un programme avec les personnes qui vont partir à Tunisie, au Égypte, à Maroc, si l'on fait cette question. Mais pour parler naturellement et directement, je pense qu'on vit dans un monde global. Et la globalité, c'est mondial. Maintenant, et chaque fois, nous avons ces problèmes à Portugal, à France. Maintenant, il n'y a pas les choses des Algériens que je peux répondre naturellement. On ne regarde pas la nationalité. Non, c'est un monde, c'est une globalité, c'est une chose, c'est le monde moderne, actuel. Vous ne pouvez pas jamais penser que si vous êtes invité pour le BBC ou pour la France, vous allez écarter cette possibilité, vous-même. Oui, oui ou non? Si je suis payé en devise, je ne dirais pas non. Hein. Non, n'est pas une question de devise. Non. Le problème, c'est un peu plus profond. Coach, je vais vous poser la question clairement, coach Chalot. Quand on a 2 entraîneurs étrangers, à savoir Riga et Azibezic, qui viennent dans ce championnat algérien et qui sont débarqués au bout de la 3e journée, qu'est-ce qu'ils ont à apporter de plus à ce championnat? Et est-ce que nos dirigeants leur fassent confiance de manière à les protéger justement contre les critiques ou notamment quand il y a des mauvais résultats, comme c'est le cas peut-être pour vous du côté du Paris? Mais il y a la même chose avec l'Algérien. Entraîneur algérien n'est pas... Vous ne changez pas algérien? Oui, clubs. Pareil. Donc c'est la même chose. Sauf que l'étranger est payé en devise et l'étranger, par la suite, il sécurisé... par la suite saisit la FIFA, coach Chalot. Oui, mais ça, on s'est retrouvé dans pas mal de situations. Si vous travaillez, il faut être payé pour le travail. Sur ça, on est d'accord. Ça n'a pas de question. Mais je pense que le dialogue, la discussion qu'on peut faire, c'est une chose complètement différente. Le problème, c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui vient d'étranger, mais n'est pas pour dire que c'est meilleur. C'est une personne avec la passion du football, comprendre la culture, et étudier la culture du pays et naturellement apporter chacun de nous. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes égales. Tout le monde c'est différent et tout le monde est égal. On va écouter Abdelnour Kawa sur cette question. On en a tellement parlé par le passé. C'est un long débat. Hein, là, maintenant, pour essayer d'être très très bref. Moi, évidemment, je ne suis pas contre l'entraîneur étranger, puisque moi-même, j'ai travaillé à l'étranger. Donc, j'ai travaillé uniquement avec des entraîneurs étrangers. La question, pour être clair, pour être clair, la question, ce n'est pas être pour ou contre la présence des coachs. On parle de l'apport. C'est l'apport de l'entraîneur. Par rapport au coach, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est avec nous, mais Chalot a apporté au niveau du Paradou. D'ailleurs, il a été rappelé après son départ. D'ailleurs, il a été rappelé après son départ. Coach, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est avec nous, mais Chalot a apporté au niveau du Paradou. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il est avec nous, mais Chalot a apporté au niveau du Paradou. D'ailleurs, il a été rappelé après son départ suite au Covid. Donc, ça prouve qu'il a laissé une bonne image du côté du Paradou. Vous avez parlé de Chalot et vous avez parlé de Riga et d'Azibezic, de l'entraîneur de Mouloudia qui était... Azibezic. Mais c'est un nom connu. D'accord. Oui. Mais est-ce que le club du Mouloudia d'Alger, justement... Donc, on revient à ce... Est-ce que les clubs, est-ce que nos dirigeants ont cette faculté de s'adapter à ces entraîneurs? C'est dans le même sens que je voulais aborder. C'est dans le même sens que je voulais aborder. Qui recrute ces entraîneurs? Coach, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est avec nous, mais Chalot a apporté au niveau du Paradou.
D'ailleurs, il a été rappelé après son départ suite au Covid. Donc, ça prouve qu'il a laissé une bonne image du côté du Paradou. Vous avez parlé de Chalo et vous avez parlé de Riga et d'Azibecic, de l'entraîneur de Mouloudia qui était... Azibecic. Mais c'est un nom connu. D'accord. Oui, oui. Mais est-ce que le club du Mouloudia d'Alger, justement... Donc on revient à ce... Est-ce que les clubs, est-ce que nos dirigeants ont cette faculté de s'adapter à ces entraîneurs? C'est dans le même sens que je voulais aborder. C'est dans le même sens que je voulais aborder. Qui recrute ces entraîneurs? Il faut se poser cette question. Logiquement, quand un club est bien structuré, il y a un manager général. Et c'est au manager général de voir les candidatures éventuellement des entraîneurs qu'on doit recruter. Qui est un directeur sportif? Justement, donc les choses sont complètement de travers. Donc c'est un faux débat d'abord. Hein. Un entraîneur est un entraîneur, qu'il soit étranger, qu'il soit algérien. Le problème, on le prend de travers. Absolument. Donc d'abord, qui recrute? Que ce soit un entraîneur algérien ou un entraîneur étranger. Qui les recrute? Quand vous voyez un président, je m'excuse, c'est très important ce que je vais dire. Quand vous voyez un président qui recrute un entraîneur et un président qui ne connaît absolument rien au football, comment voulez-vous que ça puisse réussir? La question se pose. Donc, selon vous, la faute n'est pas... Le football, écoutez, actuellement, le football algérien est en train de se métamorphoser. Pourquoi? On est en train de voir des joueurs, issus la majorité du Paradou, aller vers l'étranger. Maintenant, le CRB, il y a des joueurs qui vont également dans l'étranger. Il y a pas mal de joueurs qui vont... Actuellement, la fédération algérienne est en train de rechercher un directeur technique national. D'accord? Ça va être un Algérien ou un étranger, ça on ne sait pas. Mais le plus important dans le football, pour le développement du football, c'est le directeur technique. Au même titre que dans un club. C'est le manager du club qui est... C'est la politique sportive. Absolument. La politique du sportif d'un club, c'est le manager général. Le langage technique est universel aussi. Le manager général, c'est autre chose. Le manager général, on lui ordonne... C'est le directeur sportif avec l'entraîneur. Oui, le directeur sportif. Quand je dis directeur sportif, on peut l'appeler le milieu. Il y a le système de jeu d'abord, les joueurs qu'il faut, les postes qu'il faut pourvoir, et puis chercher un entraîneur qui s'adapte. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire depuis le départ. On met la charrue avant les bœufs. On met la charrue avant les bœufs. Donc, pour moi, un entraîneur, qu'il soit étranger, il faudrait d'abord qu'il ait la capacité de pouvoir amener quelque chose à ce club-là. S'adapter au championnat. Vous parlez de salaire en devise. C'est pas un problème. Mais ils n'ont rien demandé. Absolument. Ce n'est pas un problème. C'est pas la faute au coach. Mais là aussi, on parle de gestion des clubs. Quand on voit un Denis Lavane, Denis Lavane, par exemple, ou Haïtoussi, ou les coachs qui sont passés par là, par ce championnat, qui par la suite, et je rejoins notre ami Chalo qui dit chaque travail mérite salaire, ça on est d'accord. Mais par la suite, quand on a ces clubs-là, nos clubs qui sont en difficulté financière et que par la suite, c'est la FAF qui intervient pour aider ces clubs ou même les autorités locales. Quand on prend l'exemple du MCO et d'autres, hein. Le MCO, la Wilaya d'Oran a dû débloquer un budget de 23 milliards de centimes. Comment tu recrutes un entraîneur? Il y a des entraîneurs qui n'ont même pas débuté la saison. Des entraîneurs étrangers qui ont fait la préparation et qui n'ont même pas débuté la saison. Vous trouvez ça normal? L'entraîneur de la GSK qui a fait 3 matchs, Stambouli qui n'a même pas fait un match, et on peut en citer d'autres. Donc moi je reviens, le vrai problème, ce n'est pas l'entraîneur étranger ou algérien, le problème c'est comment recruter. Il y a des caractéristiques, non de la bien citer, il y a d'abord une politique du club. Quel est le club, mis à part le Paradou actuellement, qui est une école qui n'est plus à présenter? Mais on peut suivre à un degré moindre. Oui. Se fait au Paradou. C'est un exemple. C'est absolument. Avant, on était tous Paradou. Tous. Avant. Le NAD, le Mouloudia, l'OMR, le CRB, toutes les équipes. Et puis l'entraîneur étranger, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il vient en Algérie. Souvenez-vous, vous n'étiez pas encore né,
en 1977, lors de la réforme, la majorité des... Bien avant. Bien avant la réforme. J'ai été entraîné par Snella. Vernier, Snella. Donc l'entraîneur algérien n'est pas étranger au football algérien. Sauf que Snella et Vernier et les autres ont sans doute laissé une trace indélébile dans le championnat. On en parle encore. Hein. On en parle encore. Justement, je reviens vers vous. Qu'est-ce que Chalot a apporté de plus au Paradou, selon vous? On n'est pas mon rôle, c'est mal parler de ça. Non, jamais. Je ne veux pas pour cette côté. Non, j'apporte une chose très importante. Quand m'ont recruté, M. Hassan Zetchi. Il est compatible au club. On discutait sur mon poste. Un mois. Je suis dans un club et le président m'a convaincu. N'est pas seulement pour les conditions matérielles. Il m'a convaincu, il m'a connu, il m'a dit toute ma trajectoire et que les choses que j'ai fait avec les jeunes joueurs. Parce qu'il a étudié mon profil. Voilà votre profil. Mais excusez-moi, il faut apporter quelque chose par vous. Comme cette question, on peut parler de ça au siècle XXI, c'est Angleterre, c'est le pays plus fermé dans le coach. Plus fermé, qui s'est toujours fermé. Depuis l'Italie. Depuis les 5 ans. N'est pas que ça a changé. Donc, vous ne pouvez pas être isolé dans le monde. Parce que je parle de la globalité. Je pense qu'il faut prendre des risques. Non. Il faut maîtriser bien qui est la personne avec le profil, qui est la personne. Oui, mais ça se passe à tout le monde. Ça se passe à tout le monde. Sinon, nous sommes un peu, comment dirais-je, on peut dire qu'on va fermer une chose il n'y a pas un pays qui n'est pas ouvert. C'est une question d'organisation. Oui, maintenant, si chacun s'organise et que chacun soit à sa place, ce n'est pas le président qui fait tout. Le président, il recrute, le président, il paye, je ne sais pas comment, et puis les présidents, ils font tout. Ils ont des managers, des directeurs sportifs, de noms seulement. Alors qu'ils ne foutent rien. Et je pense toujours que la demande, c'est toujours un peu encore derrière. Ça veut dire, quelle est la formation, quelles sont les choses qu'on demande à chaque entraîneur pour être la formation. Donc, il faut avoir un travail toujours fort. Par exemple, chaque année, il faut faire des choses de recyclage, des travail pendant une semaine ou pendant 3-4 jours pour avoir de la licence UEFA Pro. Ça veut dire quelle est la reconnaissance, même à l'extérieur, au niveau européen, quel est le moyen qui peut faire les choses. C'est un sujet très intéressant, mais évidemment que je pense que c'est... La faute est partagée en tout cas, et c'est un débat intéressant. La stabilité quelle est la différence entre deux clubs dans la même ville, City et United? United est plus riche, donc plus grande expérience. C'était un des clubs les plus riches au monde. Au monde, avec une expérience énorme. Depuis Ferguson, il n'y a plus rien. Ils ont eu, je crois, 15 ou 17 entraîneurs depuis Ferguson. City avec Mourinho. Il est resté 23 ou 24 ans. City, ils sont depuis 6 ans avec le même entraîneur, qu'ils ont prolongé. Tout est une question d'organisation. Exact. Sur ça. Mais Guardiola, il n'a pas affaire à son président. Il a affaire à son directeur sportif. Mais vous avez touché dans le point. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il vaut? Si vous êtes dans un club, il y a le problème des matrices de jeu, qu'il y a le développement de joueurs. Arsène Wenger, tout le monde a une admiration. Qu'est-ce qu'il a gagné pendant 20 ans? Pratiquement rien. Vous parlez comme Mourinho. Non. C'est Mourinho qui parle comme ça. Non, mais le problème... attention, mais toujours... à dire sur Wenger, qu'est-ce qu'il a gagné? Non, mais le problème qu'il a gagné, autre chose très importante. Voilà. C'est organisation, développement des joueurs et business aussi pour le foot. Le Paradou, pourquoi ça marche? On va clôturer sur cette... Voilà, rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Le Paradou, pourquoi ça marche? Il y a un moule, à partir des jeunes jusqu'à l'équipe senior. Et tout le monde rentre dans ce moule-là, tout simplement.
Très très bien, le débat est passionnant, messieurs. Peut-être que la semaine prochaine ou dans... C'est un débat qui est très très long. On va essayer de ramener la prochaine fois un président de club pour nous expliquer justement et revenir sur le choix de ces coachs, qu'ils soient étrangers ou d'ici. En tout cas, on passe à la dernière rubrique de l'émission avec la Ligue 2 après ce jingle. Et donc la Ligue 2 avec les deux groupes, donc centre-ouest et centre-est. On commence par le centre-ouest avec notamment le derby. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu le derby algérois entre le RC Kouba et le Nahd. Victoire du RC Kouba 2-1. Nour Ben Zekri, le Nahd là aussi, qui après sa relégation peine en ce début de saison, alors que le RC Kouba parvient enfin à gagner cette saison. Ouais, avec un joueur d'expérience tel que Yahya Cherif, donc qui a toujours été buteur et meneur de jeu en même temps. Et puis il apporte beaucoup à son équipe sur le plan moral, sur le plan technique. Donc la différence, elle peut se passer là-dedans. Et le net, c'est tout un changement d'effectifs, de tout. Donc, qui descendent, donc ils sont toujours sur leur lancée de la descente. C'était un big derby, ça. Ouais, c'est un big derby. Déjà, le stade était bien, les tribunes étaient bien garnies. C'est déjà une bonne chose, qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y ait du football, qu'il y ait un match sans difficulté. Je pense que c'est l'essentiel. Ce n'est qu'un début. On est à la 3e journée. Et le NAD a intérêt à se le saisir. Et il y a deux clubs qui ont fait carton plein depuis l'entame de la saison après 3 journées, à savoir l'équipe de Mostar Ghanem qui est allée l'emporter sur la pelouse de Médéa, 2-0. Et Meshria, là aussi, qui s'impose à Redizen, 1-0. Redizen et Khmis Mliana qui ferment la marche avec le NAD et Médéa, donc avec un seul petit point du côté du groupe centre-est. Là aussi, quelques bons matchs. Abdelnour avec notamment l'Aïs Khroub, là aussi, seul leader après 3 journées avec 7 points. L'équipe d'El Khroub qui s'est imposée devant le MOC de Constantine et qui devance au classement l'équipe de l'USM Annaba qui a été battue à El Ulma 2-1. Moi, je pense que le groupe centre-est est un groupe beaucoup plus fermé. Là, on est en train de voir le groupe ouest où vous avez dit sur 3 matchs, il y a eu 3 pleins, Mascara, Meshria. Là, à l'est, on voit que c'est beaucoup plus serré. Donc, c'est vrai qu'Annaba, cette année, aspire à l'accession. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Ça ne va pas être évident. Et le Khroub également, qui veut rejoindre, après quelques années déjà de purgatoire en D2. Je pense que le Khroub également... En 3e division même. Ils sont même... Oui. Il ne suffit pas d'être une grande ville et un club historique tel qu'Annaba pour monter. On l'a vu avec le Bayern de la saison passée. Donc, il y a eu un chassé croisé. L'appétit vient au mangeant. Mais il faut bien débuter le championnat. Mais je pense que c'est un groupe beaucoup plus serré. Le groupe centre-est va être beaucoup plus serré que le groupe comme toujours. Comme toujours, absolument. Charles, est-ce que vous suivez la Ligue 2 ou... Je suis obligé à ça, parce que entraîneur, il faut vraiment regarder le plus possible le match. Surtout dans un club comme nous, que le recrutement, c'est académie. Donc nous n'avons pas le menu. Nous n'avons pas le menu pour dire qu'il y a besoin ça ou besoin ça. Mais naturellement qu'il faut être attentif à toutes les choses qui se passent dans le football et surtout dans la deuxième ligue. L'objectif cette saison du Paradou? Maintien. Naturellement, oui, bien sûr. Parce que si on demande qu'il y ait autre chose, je ne suis pas là, mais le maintien, mais on va, attention, le maintien, c'est les choses qu'on remarque comme l'objectif premier. Après, il y a l'autre objectif très important. Si on passe le maintien, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, maintenant, il n'y a pas un club qui a le maintien garantisé. Très très bien, on arrive au terme donc de cette émission.
Merci une nouvelle fois, messieurs. Merci à Nour Ben Zekri d'être venu avec nous. On espère vous revoir très bientôt. Pourquoi pas venir nous rendre visite là aussi tout au long de cette saison. Merci coach Chalot pour votre franchise en tout cas. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès avec le Paradou. Abdelnour, merci là aussi. Merci. Et très heureux d'avoir rencontré notre ami Nour et bien entendu Chalot. Bonne réussite. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous à dimanche prochain donc pour un nouveau numéro de Canal Foot. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie. Je remercie évidemment toute l'équipe technique, le réalisateur, donc Hamed Boulis, Hanan Belkhiri au script et toute l'équipe des journalistes, Mustafa Bouzidi. On vous dit rendez-vous à dimanche prochain.